Voilà, allons-y. Bon, donc le propos va être d'exposer la courbe de pression artérielle, quelque chose qui est connu de tout le monde, mais on va aller un petit peu plus au fond des choses, en particulier dans l'analyse de la forme de la pression artérielle et de ce que cela peut apporter dans la compréhension d'une hémodynamique un petit peu plus fine que la seule considération de la pression artérielle systolique ou de la PM, la moyenne. Tout de suite, une petite nuance, on va parler là de pression et non pas de tension. Quand on met un brassard à tension au bras d'un patient, on mesure sa tension, c'est-à-dire la tension pariétale du vaisseau qui résulte de la pression qui est à l'intérieur du vaisseau, la loi de Laplace. En hémodynamique, en réanimation, en anesthésie et en particulier en chirurgie cardiaque, dont pédiatrique, on insère un cathéter à l'intérieur du vaisseau et c'est ce cathéter qui va aller directement mesurer une pression. Donc il faut distinguer pression et tension, ce sont des choses vraiment distinctes. On verra tout à l'heure que la tension artérielle est un succédané de la pression artérielle. Pour revenir à la physiologie, on va commencer très doucement avec des choses que les enfants de 10 ans connaissent, ce qui ne veut pas dire que ce soit des choses fausses, ce sont des choses très utiles, c'est pour ça qu'on l'apprend à tout citoyen dans son jeune âge. Ces systèmes de circulation, vous allez trouver ça injurieux de ma part que de vous rappeler ces choses-là alors que vous êtes tous multidiplômés dans ce domaine-là. Mais c'est juste pour introduire des petits points de détail qu'on laisse passer le jour où on l'apprend et qu'on oublie en fait toute sa vie. La circulation réalise un circuit fermé. En fait, il y a deux circuits, la circulation droite pulmonaire, la circulation gauche systémique. Ça, tout le monde le sait. La pression artérielle systémique qu'on peut mesurer depuis la racine de l'aorte jusqu'aux plus petits vaisseaux sur lesquels on peut insérer un cathéter, qui sont quand même de très très gros vaisseaux par rapport à ce que sera le lit capulaire un petit peu plus bas. Cette pression systémique, elle est élevée. C'est la plus élevée qu'on a dans l'organisme. Le flux y est discontinu, alternatif, et plus on s'éloigne des sigmoïdes aortiques, moins il est discontinu, plus il est laminaire, et il est pour ainsi dire complètement au niveau du réseau capillaire, lequel va se résoudre dans un réseau capillaire veineux, où là le flux est continu, où la pression est basse, parce que l'énergie mécanique a été perdue sur les résistances vasculaires, et surtout, le point très très important, c'est que ce réseau veineux issu des capillaires, il est extrêmement volumineux. C'est lui qui va contenir 70 à 80% du volume sanguin. Donc pour résumer, on a de la pression dans les artères et du volume dans les veines. Et quand on raisonne en termes de remplissage vasculaire, ce qui est une notion, un concept extrêmement commun en réanimation et en anesthésie, il faut apprendre, dans l'intérêt du malade, à gérer le capital volumique contenu dans les veines. C'est une façon très complexe de dire, on fait un lever de jambe. Oui, le lever de jambe va recruter du liquide, permettre au cœur droit, en premier lieu, d'améliorer sa précharge. Encore faut-il qu'il y ait du liquide en quantité suffisante, du sang en quantité suffisante dans le réservoir veineux, ce qui peut ne pas être le cas, par exemple, dans un syndrome hémorragique. Donc voilà pour cette double circulation. Là où les choses deviennent un petit peu plus intéressantes, c'est quand on considère l'anatomie et la physiologie de ces différentes régions du système circulatoire. Je n'ai pas trop le temps de revenir là-dessus, on va le faire de façon mouchetée de ci, de là, un peu plus loin dans l'exposé. Mais disons que, pour résumer, le point important est quand même celui du régime de pression, élevé en systémique, plus bas en pulmonaire, alternatif oscillatoire en systémique et en pulmonaire du fait de la contraction ventriculaire gauche pour le premier, droit pour le second, et une
vous voyez un rapport de pression. Si on est ici à 20 mm de mercure, on sera ici à 100 mm de mercure, en gros 1 sur 5, mais bien évidemment, dans le monde des cardiopathies congénitales, c'est le domaine où on rencontre le plus d'anomalies à ce ratio physiologique. Attaquons le vif du sujet avec cette fameuse courbe de pression artérielle que tout le monde connaît, qu'on nous a appris très précocement dans nos études médicales, avec des approximations assez importantes. C'est celle qu'on va essayer de lever maintenant. Le premier point, c'est la phase ascendante. Quand la pression artérielle est diastolique et qu'elle devient systolique. Cette montée en pression représente la capacité du ventricule gauche, puisque là on peut parler à gauche ou à droite, mais ici c'est une courbe de pression artérielle systémique. Cette montée en pression, on peut imaginer que alors que la pression artérielle était diastolique, c'est-à-dire que les résistances à l'éjection sont relativement basses, en tout cas elles ne peuvent pas être plus basses, le ventricule va être complètement libre d'éjecter son volume, le volume d'éjection systolique, sur des résistances basses. Il va donc déployer son énergie propre, sa puissance contractile, et très précocement, dans l'histoire de l'hémodynamique, les chercheurs, puis les cliniciens, ont eu l'idée de mesurer la dérivée par rapport au temps de la pression artérielle au moment de cette élévation. C'est le fameux dP sur dt. C'est le delta pression sur delta temps, autrement dit la pente, qu'on peut symboliser par la droite qui passe le mieux dans ce schéma-là. Et vous imaginez que plus cette pente est raide, plus elle est verticale, plus le ventricule est performant. Et plus elle est, je n'irai pas jusqu'à dire horizontale, mais enfin un peu aplatie, un peu moins pentue, moins le ventricule est capable d'une éjection convenable. Mais vous pensez bien que ce dP sur dt, il a un très gros inconvénient, c'est qu'il va dépendre de la diastolique. Il va dépendre de la diastolique et du volume et de la rigidité de l'aorte, parce que il ne renseigne sur la contractilité myocardique que si les résistances sont standardisées, et si possible, le plus bas possible. Si jamais vous mettez un clan sur l'aorte, évidemment, ce dP sur dt peut s'effondrer chez un patient, mais ne pas s'effondrer chez l'autre. Celui qui sera l'objet d'un effondrement, il a une insuffisance cardiaque intrinsèque du muscle cardiaque, de la fonction muscle, alors que le second, ça ne sera pas le cas. Donc, ce dP sur dt, il est maintenant remplacé par d'autres mesures de contractilité, en particulier le SPVR, End Systolic Pressure Volume Relationship, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Mais enfin, il reste quand même pas faux dès lors que vous êtes dans des conditions de post-charge, normales, standardisées. Si vous n'avez pas un patient qui a une diastolique très très basse ou un patient qui a une diastolique très très haute, l'aspect visuel du dP sur dt sur le scope va vous renseigner sur la contractilité. Alors, ça n'est pas très très utile, c'est juste du monitorage pour détecter que quelque chose ne va pas, en particulier au moment de la reprise de l'activité cardiaque, avant la sortie de CEC, c'est le moment où vous avez des anomalies du dP sur dt, alors plus chez l'adulte que chez l'enfant, c'est clair, lesquelles doivent normalement disparaître en quelques secondes ou minutes. Le point suivant qui va nous intéresser, c'est la pulsatilité artérielle. Alors tout le monde sait ça, mais évidemment tout le monde a dans l'idée que le cœur étant un moteur, la pression va être la plus élevée à proximité de l'éjection du moteur, c'est-à-dire au niveau des sigmoïdes aortiques. Ça, c'est tout à fait le cas pour une pompe de jardin. Une pompe électrique de jardin qui reçoit de l'eau en quantité non limitante. C'est la vitesse de rotation de la pompe, la puissance du moteur qui va déterminer la pression. Et la pression sera la plus grande au tout début du tuyau d'arrosage, si vous voulez. Mais au bout de 50 mètres de tuyau d'arrosage, comme il y aura eu une perte de l'énergie mécanique sur les résistances à l'écoulement, la pression sera inférieure à l'extrémité du tuyau. En physiologie circulatoire, ça n'est pas si simple. Et c'est pas si simple parce que le tuyau d'arrosage, si vous voulez, c'est-à-dire le réseau artériel systémique, qui commence par l'aorte,
qui va donner des artères un petit peu plus petites, des artères encore plus petites dotées de muscles, des artères toutes petites avec des muscles extrêmement puissants, ben ce réseau-là, il est loin de ressembler à un tuyau d'arrosage dont la structure est la même du tout début jusqu'à la fin. En effet, l'aorte, qui est complètement dépourvue de fibres musculaires, est très riche en fibres élastiques. Ce qui veut dire que quand l'ondée systolique ventriculaire gauche va remplir le réseau artériel systémique, l'aorte, elle va avoir comme principal souci de se dilater et finalement d'empêcher l'écoulement du sang vers le bas. Elle va faire une espèce de condensateur, une espèce de réservoir. Bon, il y a une limite, j'exagère en disant qu'elle va empêcher le passage du sang vers le bas, mais un certain volume va rester trappé dans l'aorte par dilatation. Et vous comprenez que le sang s'écoulant, ce volume ne sera restitué par énergie élastique qu'au moment où l'aorte aura la possibilité de trouver une pression d'aval inférieure à celle qu'il a accumulée et donc va réguler la pulsatilité du débit ventriculaire pour en faire quelque chose déjà d'un petit peu plus linéaire dans le temps. Alors, si vous êtes très âgé avec une aorte complètement athéromateuse, par maladie ou par l'âge, ça change. L'aorte va être très rigide, la pression artérielle systolique va être élevée parce qu'il n'y aura pas d'amortissement de l'ondée systolique et il y aura moins de régulation de l'écoulement sanguin dans le réseau artériel systémique au cours du temps. Ben, c'est ce qu'on voit sur ces différents schémas qui vous montrent ici l'aorte proximale avec une incisure typique du rebond qu'il peut y avoir lorsque la pression ventriculaire intraventriculaire gauche devient inférieure à la pression aortique. À ce moment-là, le sang a envie de reculer, a envie de retourner dans le ventricule, mais il ne peut pas. Il est arrêté par les valves sigmoïdes et ça produit une petite onde de choc qu'on aperçoit, c'est cette incisure. Dans l'aorte proximale un petit peu plus bas, vous avez ces phénomènes de régulation, on appelle ça des condensateurs en électronique, qui vont amortir la pression au cours du temps pour la rendre finalement de plus en plus linéaire. Et vous voyez qu'au niveau du réseau capillaire, très très difficile d'aller mesurer la pression dans le réseau capillaire, il faut faire appel à des techniques, des surrogates, eh bien vous avez une quasi-linéarité, ce qui est quand même bien commode pour les échanges de substrats et de gaz, oxygène, CO2 en particulier, que d'avoir tout le temps pour le faire et pas seulement le moment où un gros capital sanguin arrive. Alors ces données sont pas neuves, c'est du début disons les 60 premières années du XXe siècle qui ont permis de documenter tous ces aspects-là. Alors voilà typiquement si vous allez mettre des cathéters absolument partout, ce que vous pouvez voir chez un même patient au même moment. Alors, SAFAR 2003, c'est une révision de données physiologiques qui étaient connues le siècle précédent. Vous avez ici la pression qui est mesurée chez 3 patients, 68 ans, 54 ans, 24 ans. Et vous voyez les phénomènes dont on a parlé, plus un autre phénomène, c'est que lorsque l'on est jeune, eh bien, on va se retrouver avec une pression artérielle systolique qui est amplifiée par l'élasticité et qui va être plus grande à distance de l'émergence, c'est-à-dire de la racine de l'aorte. Et ça, c'est un point important. Et chez l'enfant, évidemment, vous êtes largement inférieur à 24 ans, donc ce phénomène-là, il est quasiment constant. Vous avez un cœur qui bat, qui éjecte très facilement son sang dans la racine de l'aorte, qui est extrêmement élastique, qui va donc faire des élévations de pression pas très importantes, et cette pression va être obtenue plus bas du fait de la constriction musculaire des petites artères, lesquelles sont, comme vous le savez, un peu immatures à la naissance et vont progresser. Donc tout dépend si vous parlez de nouveau-nés ou de nourrissons, a fortiori vers 2, 3, 4 ans, où ils deviennent vraiment des petits adultes avec un système hémodynamique d'un cœur qui commence à avoir une compétence proche de ce qui sera plus tard, et des résistances artérielles systémiques qui sont
entièrement guidé par le tonus vasomoteur, donc par la périphérie. Mais plus jeunes, vous vous trouvez dans des situations typiquement de cet ordre-là, et qui n'ont rien à voir avec celles de ceux à qui on fait un pontage aortocoronaire, beaucoup plus âgés et qui ont en gros la même pression à la racine de l'aorte et en distal. Vous pouvez mettre le cathéter n'importe où, il faut simplement faire attention à ne pas décrocher une plaque d'athérome. Alors ça, on va passer, bon, peut-être pas tout de suite, on va parler là-dessus. On va, attendez, plutôt que de vous montrer celle-là, je vais revenir ici. Et alors bon, c'est pas très commode pour faire participer la salle. J'aurais voulu vous poser la question de l'origine de cette onde-là. Alors à ne pas confondre avec la petite incisure dicrote qu'on peut avoir ici, qui est le rebond sur les sigmoïdes aortiques, qu'on voit surtout en proximal à la racine de l'aorte, qu'on n'arrive pas trop à dessiner, à détecter avec un cathéter pédieux. Mais celle-là, d'où vient-elle? Alors je ne peux pas faire de suspense, je vous pose la question, réfléchissez par vous-même et je vous donne directement la réponse. Il s'agit d'une onde de rebond. C'est-à-dire que les premières gouttes de sang qui sont parties, celles qui étaient éjectées précocement, sont allées rebondir de façon distale sur les résistances artérielles systémiques, lesquelles sont hétérogènes. Ça peut être de l'athérome, de la rigidité ou un tonus musculaire extrêmement important, naturel, ou induit par des vasoconstricteurs, par de la noradrénaline par exemple. Plus ces résistances seront élevées, eh bien, plus l'onde de choc rétrograde sera importante. Vous pouvez imaginer ce mécanisme-là, par exemple, par l'expérience qui consiste à jeter un galet dans une fontaine, où l'eau est bien stagnante avec une surface bien lisse, bien plane. Votre galet va faire plouf, et des petites ondes oscillatoires vont se dessiner autour, c'est très joli, ça fait des cercles qui s'élargissent, et vont venir taper contre le rebord du bassin, qui si il est en matière dure, en béton par exemple, va induire une onde en retour qui va venir se mélanger avec l'onde encore émergente, faisant quelque chose qui paraît être un grand désordre, mais quand on le regarde avec les instruments adaptés, on se rend compte qu'il va y avoir des accroissements oscillatoires avec des systoles, si vous voulez, plus élevées, et des oppositions quand vous avez une onde qui rencontre exactement une onde de phase opposée de même intensité, eh bien l'eau va redevenir comme stagnante au niveau zéro. Bon, ben là, ce qui se passe avec ce rebond en périphérie, c'est que l'ondée systolique initiale, qui était partie pour s'écouler bien tranquillement, voit tout d'un coup une augmentation qui est liée à du sang qui ne veut pas descendre, qui ne veut pas aller plus loin, et qui donc va faire localement augmenter la pression, distendre les vaisseaux. Alors ça, c'est très très important en réanimation et en anesthésie, parce que vous allez pouvoir raisonner là-dessus. Un patient qui est en choc septique, ou qui reçoit des vasodilatateurs dans des proportions disproportionnées, eh bien, vous allez voir disparaître cette onde-là, parce que le sang n'a aucun souci pour s'écouler et il ne viendrait pas à l'idée de venir stagner et présenter une onde de choc à l'intérieur du réseau artériel dont vous mesurez la pression avec votre cathéter. Autre exemple, vous avez trop de noradrénaline, ce qui risque de gêner l'éjection ventriculaire. Vous allez avoir une onde qui va être très 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 bien dessinée. Et vous vous poserez la question de ce qu'on ne pourrait pas faire avec un petit peu moins. Surtout chez l'enfant qui n'a pas un réseau très résistif et chez qui cette onde-là est en général à la limite du visible. Ça dépend de l'âge, bien entendu. Si on prend un autre exemple, celui d'un choc hémorragique, dans lequel il y a en général pas de vasoplégie, mais plutôt une vasoconstriction par les catécholamines endogènes ou par les catécholamines exogènes si vous êtes en train de réanimer le patient. Là, le problème, il est au volume d'éjection systolique, le cœur, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas éjecter plus de sang qu'il n'en reçoit. Et comme il en reçoit peu, il va en éjecter assez peu. Et donc, bien évidemment, vous n'aurez pas cette onde de rebond
exactement comme dans une vasoplégie excessive. Alors comment faire la différence, me direz-vous? Attendez, la clinique quand même, un choc hémorragique, un choc septique, c'est assez facile de comprendre que dans un cas, il n'y a pas assez de volume et que dans l'autre cas, il y a trop de vasodilatation. Et donc les thérapeutiques vont être adaptées. Dans un cas, il s'agira d'augmenter le volume et dans l'autre cas, il s'agira de vasoconstricter. Donc maintenant, je suis en meilleure position pour vous montrer cette diapositive qui vous explique, selon que l'artère est élastique ou pas, l'effet. Alors là, c'est un peu poussé, hein, bien que ça se voit parfois. Hein, un cœur à genoux, un insuffisant cardiaque avec de la noradrénaline, vous pouvez voir une courbe de ce type-là. Ça fait très peur. Il faut évidemment réduire les résistances artérielles systémiques le plus rapidement possible. Alors, on a l'âge de ces artères, c'est connu de chacun. C'est pas vraiment gênant d'avoir une onde de rebond, mais ça peut être le signe, bien évidemment, d'un processus athéromateux évolutif qui lui pose souci. Ça, nous allons passer rapidement et je vais vous demander comment est-ce que vous expliquez cette amélioration de la pression artérielle dans la partie droite de la diapositive. Alors, tout est écrit, c'est pas très compliqué. Comme vous ne pouvez pas répondre, je le fais pour vous. Vous voyez ici que vous avez un rythme électrique qui est un peu bizarre, avec une drôle d'onde P là. C'est pas une onde P, c'est l'entraînement électrosystolique qui est ventriculaire. Et cet entraînement électrosystolique va déclencher une contraction en général de là où est la sonde d'entraînement, c'est-à-dire dans le ventricule droit. Et donc le ventricule gauche va suivre, mais avec un gros retard. Tout se passera comme s'il y avait un bloc de branche gauche. Bon, ça a l'air de bien se passer, l'hémodynamique n'est pas mauvaise, hein. Il y a des grosses oscillations, mais enfin, c'est acceptable. Vous avez même un petit rebond ici diastolique. Et puis tout d'un coup, quelqu'un coupe le pacemaker et le patient retrouve, dirait-on, un rythme auriculaire, peut-être même sinusal, avec quand même un BAV1, hein. Il y a un PR qui est long comme un jour sans pain, là. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement efficace puisque la systole auriculaire va permettre au ventricule d'avoir un très bon remplissage. En plus, il a le temps pour se remplir. Donc, si jamais le volume sanguin est suffisant, le volume d'éjection systolique va être accru. Et ça va pour vous avoir, sans mesure hémodynamique très fine, hein, vous pourriez monitorer tout ça en échographie, faire une évaluation du volume d'éjection systolique battement par battement avec l'ITV qui serait mesuré ici, l'ITV qui serait mesuré là, le diamètre de l'aorte qui a priori pas changé en 4 secondes. Et ce volume d'éjection systolique, vous le verriez augmenter exactement comme vous voyez la pression artérielle augmenter. Donc, vous voyez là, le monitorage de la pression artérielle systolique, en l'occurrence, va vous renseigner sur la capacité du cœur dans sa fonction pompe, non pas contractile, mais pompe, c'est-à-dire mieux rempli, il éjecte mieux. Et bon, clairement, ce patient-là, il va gagner à ce qu'on éteigne le pacemaker, à condition que le BAV1 ne devienne pas un BAV2 ou pire, donc on va le garder plutôt dans un mode de surveillance pour qu'il se déclenche si jamais il y avait besoin, mais l'hémodynamique de ce patient sera bien meilleure en rythme non entraîné, en tout cas par le ventricule. Donc vous voyez là, la pression artérielle va vous renseigner au lit du patient. Et nous passons directement à cette courbe-là. Qu'est-ce que ce patient peut bien avoir? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il s'agit juste de répéter pour souligner la chose. Vous voyez qu'il a une pression systolique qui a l'air sympathique, enfin, relativement élevée, sauf que ça dure pas beaucoup dans le temps. Et oui, c'est les premiers globules qui sont éjectés par le ventricule gauche qui vont permettre d'atteindre cette systole, mais enfin, pas de façon durable. Très vite, on va retomber à une pression diastolique avec un rebond sur les résistances artérielles qui est à la limite du perceptible.
Et en gros, vous avez tout de suite après la systole une diastole. C'est extrêmement pulsatif. Alors, qu'est-ce qu'a ce patient? En général, on dit une insuffisance aortique et tout, parce que c'est ce qu'on a appris au cours des études médicales, mais enfin, c'est quand même pas la pathologie la plus fréquente. En tout cas, ça apparaît pas d'un instant à l'autre, en général. C'est tout simplement un patient qui ne dispose pas de suffisamment de liquide pour faire autre chose qu'une bonne impression en matière de pression. Et là, ça souligne une pratique dangereuse qui est celle du remplissage vasculaire guidé par la pression artérielle, ce qui est une hérésie. Enfin, c'est quand même souvent fait avec un raccourci cognitif qui est d'imaginer que seule une réduction de précharge peut être à l'origine de la baisse de pression artérielle. Pour bien faire, il faut absolument avoir un raisonnement un petit peu plus fin pour avoir la certitude de la causalité de la précharge dépendance dans la réduction de la valeur de la pression artérielle. Bon, donc là, ce patient-là, clairement, il a un déficit volémique. Il est capable, par un cœur performant, mais pas forcément très performant, parce que comme les résistances à l'éjection sont extrêmement basses, même si le patient est cardiopathe, il va être capable d'éjecter sous une bonne pression les quelques globules qui lui sont fournis. Alors, vous aurez la réponse, est-il cardiopathe ou pas, au moment du remplissage, quand la diastolique va s'élever, ou si jamais vous donnez de la noradrénaline. À ce moment-là, on verra bien si le DP sur DT change et si cette pression ne s'effondre pas à ce moment-là. Vous pouvez, je pense, intuitivement avoir tout de suite l'idée que la surface sous la courbe, ici, elle est liée avec le volume d'éjection systolique. Que si cette surface est importante, c'est que des globules ont pendant longtemps été éjectés à une bonne pression et que donc ils doivent être nombreux et que donc ce volume doit être important. En revanche, un patient en grand choc hémorragique qui est à 12 mg/h de noradrénaline, vous avez une bonne pression artérielle systolique, surtout ne soyez pas rassurés. Vous allez trouver son lactate à 8 millimolaires. Il vous donne l'impression d'avoir une hémodynamique convenable. Non, il a une pression artérielle systolique convenable, mais il n'y a pas de volume d'éjection, il n'y a pas de débit, il n'y a pas d'irrigation tissulaire. Votre patient est très très mal, il est en état de choc à pression artérielle normale grâce à votre noradrénaline. Donc, on doit toujours raisonner dans ces circonstances-là en débit et non pas en pression. Méfiez-vous des boucles de rétrocontrôle confiées aux infirmières. Donnez la noradrénaline pour avoir une PAM à 65, 70, 75, ce que vous voulez chez l'adulte, 40, 35, 50 chez l'enfant. C'est très dangereux parce que le patient, du moment qu'il a des vaisseaux qui répondent à la noradrénaline, va arriver à atteindre cette pression artérielle, mais le débit ne sera pas forcément le bon. Donc, la finalité du système cardio-circulatoire n'est pas d'avoir une pression qui rassure le médecin, c'est d'avoir un débit qui irrigue les tissus. Alors, je vais un peu vite, on va noter là. Voilà, donc, importance de cette surface sous la courbe. Alors là, en entrant dans la chambre du patient en réanimation, vous avez une idée de la surface sous la courbe et des variations de la surface sous la courbe. C'est du monitoring, c'est pas du diagnostic. Mais c'est ça qui fait que vous allez sortir l'appareil d'écho, que vous allez regarder si les drains ne donnent pas, vous allez regarder s'il n'y a pas de vasoconstriction, vous allez faire une mesure éventuellement du lactate plasmatique. Alors, bon ça, on va passer. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on aurait tendance à dire, bonne pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique basse, il y a du rebond, donc a priori les résistances à l'écoulement ne sont pas effondrées, mais quand même la surface là, elle est pas terrible, quoi, elle est un peu basse. Comment est-ce qu'on peut avoir un volume d'éjection systolique aussi bas
et peut-être, est-ce que c'est un patient qui reçoit beaucoup trop de noradrénaline et qui est vide en même temps? Bon, vous fatiguez pas, il y a une astuce, simplement quelqu'un a accéléré le scope. On voit des surfaces qui sont réduites du fait que l'échelle de temps n'est pas la même. Pourquoi accélérer le scope? Tout simplement pour mettre en évidence ce genre de choses-là. Avant, après, avant, après. Et vous voyez que ici se dessine une variation des pics systoliques. Ce sont des variations de pression artérielle systolique au cours du temps. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, l'origine la plus fréquente de cette variation-là, c'est la ventilation mécanique. C'est-à-dire que la fréquence qui se dessine ici, beaucoup plus basse que la fréquence cardiaque, genre un cinquième, c'est la fréquence du ventilateur. Et si le patient est endormi, a fortiori curarisé, il va complètement suivre son ventilateur et vous pourrez même mesurer la fréquence respiratoire sur la courbe de pression artérielle. On se débrouille avec tout. Bon, l'intérêt, il n'est pas là. Il est bien sûr de regarder l'intensité de cette variation. Et comme vous le savez sans doute déjà, on sait depuis les années 70 que cette variation du pic de pression systolique est d'autant plus importante que le patient est précharge dépendant. En effet, quand le ventilateur insuffle son gaz dans la trachée, dans les bronches, jusque dans les alvéoles, les poumons se gonflent et cette inflation va appuyer sur les capillaires vasculaires pulmonaires, voire même les écraser si le volume courant est extrêmement élevé. Et en les écrasant, le sang va arrêter de circuler, temporairement bien sûr, à l'intérieur du lit capillaire pulmonaire. Les veines pulmonaires vont être moins remplies, l'oreillette gauche également, et à la systole suivante, le ventricule gauche ne sera pas bien rempli et il va vous faire un tout petit volume d'éjection systolique en dépit d'une capacité myocardique complètement conservée. Lorsque le ventilateur va permettre l'exsufflation, le gaz va sortir des alvéoles, des bronchioles, des bronches, de la trachée vers l'extérieur. Il restera une PEP, bon d'accord, mais enfin, c'est pas elle qui va écraser les capillaires pulmonaires. Et évidemment, le sang va pouvoir passer, remplir les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, mais en plus, le sang qui stagnait en amont de la constriction capillaire, grâce à l'élasticité de l'artère pulmonaire et des artérioles pulmonaires, il va affluer aussi. Et donc, alors que vous avez réduit le remplissage ventriculaire gauche pendant l'insufflation, vous allez augmenter le remplissage ventriculaire gauche pendant l'exsufflation. Et ce qui fait que la réalité n'est ni là, ni là, elle est entre les deux, mais vous allez accentuer le phénomène par la ventilation. Alors vous comprenez tout de suite que deux phénomènes, deux paramètres vont venir influencer l'intensité de ce phénomène. Le premier, c'est la volémie, j'aime pas ce mot-là, mais enfin disons le volume disponible pour le système circulatoire. Et le deuxième, c'est l'intensité de la ventilation mécanique. Que si vous mettez un volume courant disproportionné à un patient normal, vous allez faire croire qu'il est précharge dépendant. Et donc, il faut standardiser. C'est extrêmement difficile de standardiser parce que si on parle en volume courant ou en volume courant par millilitre par kilo, c'est mieux que rien, mais on est quand même très très loin d'une bonne standardisation puisque ça ne tient pas compte de la compliance pulmonaire du patient, pariétale ou intrinsèque, ni de la distribution dans les différentes zones pulmonaires, vous savez, 1, 2 et 3, dans les zones de West, de votre volume. Ce qui fait que les recettes qui ont été données dans la littérature, parfois en pourcent, voire même avec des valeurs après la virgule, on démontre assez aisément qu'elles sont le fruit d'un rêve, qu'elles sont tout à fait dissociées de la réalité
et qu'il ne faut pas s'y fier. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce phénomène-là est faux, mais je suis en train de dire qu'il faut simplement se contenter d'utiliser cette explication physiologique qu'on vient de conduire ensemble pour interpréter la courbe dans le cadre d'un faisceau d'arguments cliniques et d'autres mesures pour prendre la décision de réduire le volume d'insufflation s'il est démesurement élevé, on aurait dû le faire avant, bon, enfin c'est parfois une façon de s'en rendre compte, mais surtout d'adapter la volémie du patient aux circonstances. Alors adapter la volémie, c'est pas forcément assurer un remplissage. Si un patient vous montre cette oscillation du pic artériel systolique avec la ventilation, mais que son lactate est bas, qu'il est bien perfusé, qu'il fait pipi convenablement, il n'y a aucune raison de ne pas le laisser discrètement précharge dépendant. N'allez pas l'intoxiquer avec un soluté de remplissage qui justifiera des diurétiques derrière, de la congestion rénale, etc., pour le plaisir d'avoir une belle courbe. C'est la santé du patient d'abord. Mais si ça n'est pas le cas, bien évidemment, vous aurez là, par la pression artérielle et son oscillation avec le système ventilatoire, un argument de monitorage pour vous précipiter sur une mesure, par exemple, échographique. Alors ce phénomène-là, il est connu depuis très très longtemps. Azriel Perel l'avait décrit, je vous dis, dans les années 60-70. Tout le monde savait ça à l'époque, ça a été un petit peu oublié, puis ça a été réanimé, dirais-je, avec l'introduction du delta up, delta down, c'est-à-dire qui a donné suite après à la pression pulsée, aux variations de pression pulsée. Toutes ces idées-là sont exactement les mêmes, on mesure simplement pas la même chose à chaque fois, mais c'est le principe physiologique dont on vient de parler qui est mis en œuvre. Alors vous pouvez mesurer ça de façon beaucoup plus onéreuse. Pardon? Quelqu'un me parle? Il y a un problème? Non. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Mettez-moi en chat si c'est le cas. Vous pouvez mesurer ça donc de façon beaucoup plus onéreuse avec ici une ITV, c'est-à-dire en écho. Vous allez sur la valve aortique, regardez ici un patient dont la ventilation mécanique qui est ici, est en VAC, n'exerce absolument pas de variation. Alors qu'ici, la VAC, vous voyez, insufflation, et on la paye ici juste après en décalage, insufflation, et ainsi de suite. Ce patient-là est plus susceptible d'être précharge dépendant que celui-ci. C'est la clinique qui va vous guider, et c'est la clinique qui va vous faire décider est-ce que je le remplis ou pas. On va terminer sur un point très 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 important. Bon, qu'en général, les infirmières de réanimation de chirurgie cardiaque pédiatrique connaissent très très bien. C'est le point zéro hydrostatique. Vous avez sur les dispositifs de mesure de la pression artérielle 2 zéros à faire. Le zéro électrique et le zéro hydrostatique. Le zéro électrique, tout le monde y pense. C'est tout simplement, vous branchez la tête de pression, vous avez fait une bonne purge, il n'y a pas d'air, les caillots bien sûr à l'intérieur du dispositif qui va du cathéter artériel du patient jusqu'à la tête de pression. Et là, il y a une pression qui est exercée sur la petite membrane qui traduit en électricité pour le scope la pression rencontrée, c'est dans la tête de pression, et vous allez dire au scope, cette électricité que tu reçois, ça correspond à la pression qui est zéro. Et d'ailleurs, j'ai mis en communication avec l'air atmosphérique la ligne de mesure pour te dire que ça, c'est le zéro. Ça, c'est le zéro électrique qui correspond à un voltage qu'on ne connaît pas, mais enfin qui n'est pas nul et qui va considérer comme la référence à partir de ce moment-là. Bon, ce zéro-là, on le refait régulièrement, tout le monde le connaît, en général, il n'y a pas de souci, il n'est pas oublié, et quand une mesure devient pas très facile à comprendre, on commence souvent par ça. L'autre zéro extrêmement important, et d'autant plus important que les pressions mesurées sont basses, c'est-à-dire pas trop les pressions artérielles, mais plutôt les pressions à droite ou dans l'oreillette droite ou dans l'oreillette gauche, là, il faut qu'on ait mis la tête de pression au niveau de la valve tricuspide, en gros, ici, sur ce point-là, et que ça ne bouge pas. Et alors ça, c'est capital parce que un enfant, c'est petit, un oreiller, et hop,
c'est faux. Un coussin, un décubitus un petit peu latéralisé, et voilà, ce zéro peut être modifié de 2-3 cm d'eau. Donc si vous êtes à mesurer des pressions qui sont de l'ordre de 4 ou 5 cm d'eau, vous voyez, vous pouvez être conduit par cette réduction à avoir à envisager un remplissage et des choses comme ça qui s'avèreront complètement inutiles. C'est simplement métrologique. Voilà, donc je vais peut-être arrêter ici et répondre à d'éventuelles questions, en particulier sur les aspects métrologiques, la longueur des tuyaux, tout ça. Je suis à votre disposition. En tout cas, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien entendu. Excusez-moi. Oui, ah oui, voilà, Est-ce que c'est vous revenu. m'entendez? Oui, j'ai une question à vous poser vis-à-vis de la courbe, enfin de la variation inspiratoire et expiratoire de la courbe de pression artérielle systolique. Sur votre diaporama, on a l'impression que lorsque le patient inspire, la PS est au maximum et lorsque le patient expire, la PS est au minimum. Et en fait, Complètement. j'avais cru comprendre le contraire. Je Oui, ne sais pas si c'est moi qui ai mal complètement. compris. C'est le temps de circulation entre les capillaires pulmonaires
M'entendez-vous? Oui, on vous entend maintenant. Du coup, j'ai pas eu la réponse à ma question. Voilà, donc la question était celle du déphasage entre la ventilation et la pression. Elle est due au temps de transit nécessaire pour que le sang passe des capillaires via les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette puis au ventricule gauche. Donc ce temps-là donne à peu près une inversion de phase, c'est-à-dire qu'on va avoir les plus beaux volumes d'éjection alors que le ventilateur est en train de pousser et les moins beaux alors que le ventilateur ne pousse pas. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est simplement le temps de transit qui est ainsi mesuré. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, ok. Et du coup, ça marche qu'avec la ventilation mécanique. Si on est dans la ventilation physiologique, c'est la même chose. Ventilation physiologique, puisqu'on est en pression négative, d'autres phénomènes interviennent qui sont plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où vous réalisez une insufflation, la pression ne va pas augmenter contre les capillaires et les écraser. Et au contraire, ils vont même être dilatés. Quand vous faites une insufflation très importante, eh bien, vous permettez à l'artère pulmonaire de mieux éjecter à l'intérieur des capillaires. Très bien, merci beaucoup. Et donc, c'est l'opposé. Bon, ce n'est pas en physiologie, parce qu'en physiologie, le volume courant, vous savez, est très variable d'une ventilation d'un cycle à l'autre. Il y a des soupirs, il y a des variations avec le positionnement, penché en avant, à droite, assis, couché. Donc ce volume courant qui n'a rien à voir avec celui d'un ventilateur qui est réglé à une valeur une bonne fois pour toutes, va faire que c'est extrêmement difficile à interpréter. Mais enfin, ça existe toujours. Pour comprendre la physiologie, ça marche. Pareil pour les modes en pression, les modes de ventilation mécanique en pression. Cette pression va se traduire en volume et donc en écrasement capillaire extrêmement variable et on ne peut pas faire autre chose que comprendre le mécanisme et certainement pas l'utiliser pour du détectage de monitoring. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous dites que chez les petits-enfants, du coup, la composante des artères fait que la pression a tendance à s'accentuer en distalité. Est-ce qu'il y a un impact sur la pression artérielle moyenne ou elle est identique en distalité, en proximité au niveau de la pression des artères? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, la pression artérielle moyenne, vous avez pu remarquer, je vous en ai pas parlé. Parce que vous avez beaucoup de chance, vous êtes en cardiopathie congénitale, dans un domaine où on a des pressions artérielles mesurées, systoliques, diastoliques, et la moyenne n'a aucun intérêt. La moyenne qu'on nous apprend à l'école avec une formule en disant c'est de la diastolique, plus un petit peu de la systolique et tout, c'est pour une courbe de pression normale. Or, nous ne sommes pas normaux. La PM, c'est vrai. Et attention, la PM sur l'immunoscope, elle n'est pas mesurée avec ces formules rudimentaires, elle est mesurée en comptant les pixels et en le divisant par le temps. En comptant les pixels sous la courbe et en divisant par le temps. Du signal divisé par le delta. Ouais, le son a complètement coupé. Vous pourriez reprendre, désolé, mais c'est PM, ça. Je comprends. Oui, d'accord. Je disais, je ne sais pas où j'ai coupé, mais enfin que la PAM à laquelle on est habitué n'a aucune valeur physiologique et devrait être évitée en réanimation, ce d'autant qu'on a moyen de faire mieux. Ok? Vous pouvez accuser réception de temps en temps parce que je ne suis pas sûr de la qualité de la transmission. Donc en gros, sur la carte artérielle, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a d'intérêt que sur une tension au brassard, quoi, finalement. Exactement, exactement. En dehors de la réanimation, une tension au brassard, parce que avec un brassard, c'est la seule tension qui n'est pas fausse. La TAM, devrait-on dire, la tension artérielle moyenne. D'accord, qui n'est pas une PAM. La TAS et la TAD sur un brassard sont extrapolées par algorithme, elles ne sont pas mesurées et elles sont d'autant plus justes que le patient n'est pas malade. Donc vous voyez, c'est adapté au dispensaire, mais pas tellement à l'hôpital ou à la réanimation. C'est pour la détection d'anomalies grossières du genre grosse hypertension, grande hypotension. D'accord? D'accord. Ouais. Merci. Nous, en réa, on a des pressions et donc il faut laisser tomber
faire résonner et mettre une alarme à la PAS et une à la PAD. Vous allez mettre une alarme sur la PAD dans un état vasoplégique, chez un patient en état de choc, et vous allez mettre une valeur sur la PAS finalement beaucoup plus rarement. La plupart des hypertensions artérielles systoliques étant liées à la douleur, à l'angoisse chez les adultes, alors que c'est la plupart des renseignements physiologiques qui vous intéressent en réanimation. Merci. Je vous en prie. Plus rien? Mirella est là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Oui. Bonjour Mirella. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps là? Du coup, vous avez terminé parce que j'avais prévu 2 heures, mais en fait... Ah ben, très bien, très bien. Parce que derrière, il y a la SVO2 et la CAPNO. Très bien. Non, j'avais peur Oui. que comme on a eu des délais d'être gêné avec les suivants. Non, non. C'est bon? Non, non, vous avez encore 1 heure, oui. Ok, formidable. Alors, on va Merci. attaquer la capnographie. On va faire assez vite. D'ailleurs, je vais revenir en partage. J'espère qu'on va avoir une meilleure connexion que celle qu'on avait jusque-là. Voilà. Tout le monde la voit? Alors, le capnographe. Vous savez que les capnographes sont aujourd'hui relativement répandus en anesthésie comme en réanimation. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et on a tendance à minimiser l'intérêt de ce monitorage, ce qui est bien dommage parce que c'est capital pour guider la ventilation mécanique et comprendre ses interactions avec l'état circulatoire. Alors, le capno de base, c'est ce que vous avez sur ce graphique. Vous avez ici la ventilation mécanique et ici la fraction expirée de CO2. Alors, cette fraction expirée de CO2, il y a 2 façons de la mesurer. Une qui est de mettre le capteur sur le tube de ventilation mécanique, c'est-à-dire par un raccord 1 de plus à l'extrémité de la sonde d'intubation endotrachéale. C'est une technique qu'on évite chez l'enfant parce que même si ce raccord qui va mesurer directement le CO2 qui passe dans le gaz par une technique qui intercepte le gaz sans le soustraire, eh bien, on augmente l'espace mort, puisque ça fait, il faut ventiler le capno, qui a un volume qui est non nul. Et c'est pas terrible, bien sûr, chez l'enfant où on a beaucoup à lutter contre l'augmentation de l'espace mort. Donc, chez l'enfant, on va préférer la technique d'aspiration, c'est-à-dire que une pompe va aspirer un petit peu de l'air aussi au niveau d'un raccord, mais beaucoup plus petit, et cet air est analysé à distance, à 1 mètre, 2 mètres de là, dans la machine de capno. Alors, il y a aussi ici un petit décalage dans le temps, et vous pensez bien qu'il faut que la pompe soit plutôt énergique pour faire venir le gaz très rapidement dans l'analyseur pour vous fournir une valeur en temps réel et qui ne soit pas en opposition de phase avec la ventilation mécanique. Enfin, ces problèmes-là sont relativement résolus et le tuyau doit plutôt être assez gros et pas trop long. Alors voilà la courbe qu'on obtient avec l'une de ces 2 méthodes. Ici, le patient
est en train d'inspirer. Il reçoit du gaz. Comme on ne ventile pas les patients avec du CO2, pas du tout, il n'y a même pas le CO2 de l'air ambiant. Dans une pièce fermée, il y a toujours un petit peu de CO2. Là, il n'y en a vraiment pas du tout, puisque ce sont des gaz médicaux branchés sur le mur dans lesquels il n'y a pas de CO2. Donc, il y a un zéro de chez zéro. Et puis, à la fin de l'insufflation, alors évidemment, ça va dépendre du mode ventilatoire utilisé, mais à la fin de l'insufflation, le patient va commencer à vidanger son air alvéolaire dans les bronchioles, dans les bronches, dans les grosses bronches, dans la trachée, dans le tube, s'il est intubé. Et le CO2 qui vient des alvéoles, eh bien, au tout départ, il n'y en a pas. Et le CO2 que vous mesurez ici, c'est le CO2 de l'espace mort. C'est le CO2 de la trachée, des bronches et tout ça. S'il y en a, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'à l'expiration précédente, celle qui était avant ici, tout à fait au tout début, tout à gauche sur la diapositive, ce CO2 n'avait pas pu sortir et avait contaminé la trachée et les bronches. C'est un peu, en termes de composition gazeuse, ce que l'auto-PEP est à la PEP extrinsèque. Puis, tout d'un coup, va arriver la vraie vidange alvéolaire qui va monter. Et alors, il ne finit pas de monter, enfin si quand même, chez les patients sains, de ce point de vue-là, au bout d'un moment, elle est à l'asymptote, elle est en plateau, à peu près stable, et c'est ce qu'on appelle la end-tidal CO2, le CO2 de fin de volume courant. C'est le moment où tout l'espace mort a été rincé par du gaz alvéolaire expiré, et donc on estime que le CO2 qu'on mesure là tout à la fin de l'expiration, c'est celui qui va représenter le mieux le gaz intra-alvéolaire. Et on va essayer de raisonner sur le gradient qu'il peut y avoir entre la PaCO2, la petit a CO2, et cette EtCO2, qui va renseigner sur la capacité qu'a le CO2 à, en moyenne, de diffuser des capillaires pulmonaires vers l'alvéole. Alors, on va voir maintenant des anomalies de cette courbe, si tout le monde a bien pigé comment elle était constituée. En effet, ce joli signal quasiment carré, bon, il ne l'est pas, on a vu tout à l'heure pourquoi, eh bien, il va être facilement modifié au cours de situations hémodynamiques fréquentes. Bon, là, tout simple, j'augmente la ventilation minute de mon patient. 11 litres, 8 litres, 6 litres. Ma FeCO2 va varier. On va la mettre à une valeur jugée normale. Quelle est une valeur jugée normale? En fait, il n'y a pas tellement de place à la fantaisie. Il est hors de question de mettre un patient en hypocapnie, même si ça nous donne l'impression que le ventilateur marche bien, tout simplement parce que l'hypocapnie va entraîner des désordres métaboliques, et en particulier au niveau cérébral, vous savez, une vasoconstriction qui peut, pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il faut vraiment être dans des valeurs normales. Élevé, c'est hors de question aussi pour le mécanisme opposé, la vasodilatation cérébrale, l'hypertension intracrânienne. Donc on doit globalement tout le temps se caler à des valeurs qui sont aux alentours de la norme ou légèrement en dessous des 38 de captif. Bon, ici deuxième cas clinique, vous voyez que la capno tout d'un coup s'effondre. Là, on met un drain thoracique, vous avez compris qu'il s'agit d'un pneumothorax. Et il y a quelques bosses, mais enfin, ça va, on revient à la normale, un petit peu supérieur à ce qu'on avait avant. Interprétation, le patient n'a plus pu expirer son CO2. Il a continué à expirer un gaz avec l'autre poumon, qui expirait sans doute plus de CO2 qu'il n'a l'habitude d'en expirer, mais globalement, l'effecteur d'échange a été atteint et le CO2 qui est éliminé est relativement bas.
On ne va pas faire un diagnostic de pneumothorax comme ça, mais en revanche, vous avez l'alerte, le monitorage qui fonctionne extrêmement bien. Un effondrement de ce type-là de la CO2 va vous faire vous poser la question, regarder le patient et comprendre, sans la CAPNO, mais avec d'autres outils, ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est un très bon outil de détection. Là, ça ne devait pas aller bien puisque un drain thoracique a été posé très vite. Et vous voyez que tout de suite, le poumon s'est mis à rééliminer du CO2 à des valeurs un peu plus élevées, sans doute parce qu'il en avait accumulé pendant cette phase-là. Et avec une relative variation qui doit être liée aux manœuvres de recrutement ou aux non-manœuvres de recrutement du poumon qui devait être un peu affaissé sur son île et qui n'est pas revenu à la paroi instantanément, ce que traduisent ces irrégularités de la capnographie globale, puisqu'elle intéresse le poumon qui était resté à la paroi et celui qui y a été ramené. Troisième cas clinique, vous avez ici un effondrement de la capnose, qu'on redoute toujours en anesthésie en particulier, c'est un arrêt circulatoire. Alors dans l'arrêt circulatoire, la quantité de CO2 produite par les tissus, elle n'est pas réduite. Mais en revanche, la capacité du sang à transporter le CO2 jusqu'au poumon, elle est très réduite puisqu'il y a un arrêt circulatoire. Et donc la capnographie va, s'il n'y a pas d'erreur de mesure, nous renseigner quasi instantanément, en 3-4 systoles, du fait que le CO2 n'est plus éliminé. Bon, traitement de l'arrêt cardiaque, c'est un peu en dehors de la question, mais là, il faut croire qu'ils ont fait ce qu'il fallait, et ça date d'une époque où on mettait, je sais bien que c'est en train de revenir, on administrait aux patients du sodium de bicarbonate l'argamanu dans l'arrêt circulatoire pour empêcher l'acidose, et bien sûr, ce CO2 qui est donné sous forme de bicarbonate de sodium va augmenter la quantité de CO2 éliminée. En plus de celui qui revient des mitochondries, vous avez celui qui vient du flacon. Et là, c'est bizarre, on n'ait pas une capno beaucoup plus élevée que celle qu'on avait avant. Je suis prêt à parier sur ce capnogramme que le patient ici, il est hypercapnique dans les suites de son arrêt circulatoire. Bon, ça se passe pas très bien puisque vous voyez qu'il y a quelques récidives avec à chaque fois une inefficacité de la reprise circulatoire sur des réanimations de l'arrêt cardiaque qui doivent être de moins en moins efficaces et qu'il a gardé tout son CO2 dans ses mitochondries, dans ses tissus, sans en faire bénéficier le torrent plasmatique et donc le capnographe qui est situé sur les voies aériennes. Ici, c'est aussi une situation d'anesthésie fréquente, bon plus chez l'adulte normalement, l'embolie gazeuse chez un patient en ventilation mécanique, hein, on n'est pas en CEC, hein. En CEC, la capno n'a pas beaucoup d'intérêt, bien sûr. L'embolie gazeuse, alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez du gaz qui va rentrer dans les veines, qui va se coincer dans oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire. S'il y en a très peu, il va migrer et aller boucher, faire des petites embolies pulmonaires gazeuses, donc exclure des échanges temporairement quelques territoires vasculaires. Ça n'est pas très très grave parce que on va être capable d'avoir une résorption gazeuse progressive, disons que la réversibilité est beaucoup plus grande que celle de l'embolie cruorique. Si l'hémodynamique tient ce temps-là et que l'hématose tient ce temps-là, ça va aller. Mais si ce volume est important, comme l'air est compressible, c'est la catastrophe parce que le retour veineux va se faire sur une bulle compressible, autrement dit, il ne va pas se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une oscillation du volume de la bulle qui va être comprimée par le retour sanguin, mais il n'y a plus rien qui traverse les poumons et il n'y a plus rien qui vient à gauche, c'est le décès par arrêt circulatoire, par embolie gazeuse. On n'en est pas à ce stade-là sur cette diapositive, mais vous voyez que l'élimination du CO2 va vous signer la réduction du débit circulatoire, exactement comme on avait dans l'authentique arrêt circulatoire. Enfin, dernier exemple clinique, l'administration dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure à propos du massage cardiaque, l'administration de sodium de bicarbonate. Bon, c'est très simple, hein, c'est du CO2 à l'état pur, parce que le bicarbonate va être éliminé quasi instantanément au premier passage. Quand vous donnez du bicarbonate de sodium sur un cathéter, ou VVP, mais enfin sur un cathéter général, il va passer dans le cœur droit tout de suite, dans le réseau artériel pulmonaire immédiatement, et là, le bicarbonate
va, grâce à l'anhydrase carbonique, à l'effet indirect, c'est l'effet Bohr et Haldane, de l'hémoglobine, avoir très envie de redevenir du CO2 et H2O, et le CO2 passe la membrane alvéolo-capillaire, H2O restant dans les veines pulmonaires destinées à la circulation systémique. Et ça explique que, alors que le flacon il est passé là dans les secondes qui suivent, on a une bosse sur le capnogramme immédiatement. Le sodium, lui, va rester beaucoup plus longtemps dans le plasma, il ne sera éliminé que par le rein, ça va prendre un certain temps, et donc il va exercer une alcalose, une force alcalinisante qui va être le substrat de l'effet du sodium de bicarbonate. Enfin ici, quelques courbes absolument typiques avant d'en finir avec la capno. Capnogramme en chapeau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est rigolo, mais voilà. Quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent, les oscillations cardiogéniques qui sont tout à fait physiologiques. Alors, vous avez sur le plateau, un plateau ici un peu en pente, mais enfin, même s'il ne l'est pas, ça peut arriver, et vous avez des oscillations qui sont à la fréquence du cœur. C'est tout simplement lié au fait que le cœur est entre les poumons, qui peut être bondissant, massant les bronchioles et donc entraînant des petites hypervidanges de CO2 puis hypovidanges dans le temps. Alors, ça se voit assez fréquemment. Ça se voit aussi lors d'une expiration prolongée, ce qu'on fait pour mesurer l'autopète, pas trop chez l'enfant mais chez l'adulte, bronchopathe en particulier. L'enfant asthmatique ne fait pas trop en cardiopathie congénitale. Là, ce sont des oscillations cardiogéniques qui arrivent pendant la phase où on mesure l'expiration prolongée. Bon, chez l'adulte, des PCO typiques, et ça c'est le gros intérêt du capnogramme, le capnogramme en S, en fer de lance à l'extrême, en lame de yatagan, comme on dit. Bon, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on obtient cet aspect-là. À partir de ce moment-là, le patient est en train d'expirer. Il expire tout son CO2 qui est à l'intérieur des alvéoles. Mais comme il a une maladie obstructive, ce débit sort lentement, et le CO2 monte, mais lentement, alors qu'on aurait aimé, avec des bronches bien saines et bronchodilatées, avoir comme ici, dans le premier capnogramme, une pente extrêmement raide. Ici, c'est très mou. Et vous voyez, ça va être d'autant plus mou que le patient a du mal à expirer, qu'il a des sibilants audibles et que sa maladie est cliniquement importante. Il y a un doute ici. Est-ce que le end-tidal CO2, le plateau, est un plateau? Et très souvent, quand vous avez cet aspect-là, vous savez que ça n'est pas un plateau. Le ventilateur, il a poussé à nouveau du gaz, effondrant la capno, alors qu'on n'avait pas fini de vider. Et c'est chez ces patients-là que vous allez trouver une capno non nulle à ce moment-là. Il y a entre guillemets une diastolique du capnogramme, si vous permettez l'expression, qui est non nulle. Ce patient-là, il va être hypercapnique parce qu'il a accumulé du CO2 qu'il n'arrive pas à éliminer. Alors comment on va régler le ventilateur pour empêcher ça? On va essayer de lui donner plus de temps pour atteindre le plateau, c'est-à-dire de réduire la fréquence ventilatoire. Mais il est utile d'augmenter la fréquence ventilatoire pour que ce mécanisme-là arrive plus souvent. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un compromis à trouver dans le réglage du ventilateur. C'est la fameuse courbe en U de la capnographie. Trop bas en fréquence, on est hypercapnique. Trop haut en fréquence, on est aussi hypercapnique. Il faut trouver l'optimum. Après, on peut travailler le rapport I sur E, c'est-à-dire si le patient peut tolérer une durée d'insufflation extrêmement courte, tant mieux. Non pas qu'on veuille qu'elle soit courte, mais ça va faire du temps pour que la période d'expiration, elle, soit longue. Et que donc, même si c'est lentement, on arrive à sortir le CO2. Bon, enfin, bien évidemment, une intervention pharmacologique n'est pas dénuée de sens en bronchodilatant avec tous les agents usuels pour le faire. Plateau diphasique, et ceux-là d'ailleurs, ces trois-là, ce plateau diphasique, phénomène d'accrochage sous ventilation mécanique, désadaptation complète sous ventilation mécanique, relèvent de phénomènes qui se ressemblent un petit peu. L'accrochage sous ventilation mécanique, ça peut être le patient qui se réveille et exerce sur le trigger une demande de volume qui va être fournie ou pas par le ventilateur,
et qui bien sûr va inverser le régime du capno en faisant rentrer des gaz alors qu'on était en train de les faire sortir, et donc effondrant la capnographie. Donc c'est un signe très précoce de désadaptation. Parfois un patient qui est cliniquement adapté, vous allez ainsi détecter des petits coups de diaphragme qu'on ne voit pas trop parce qu'on n'est pas à l'intérieur et vous n'êtes pas forcément un jour présent à regarder si le diaphragme fonctionne ou pas, ou en écho. Donc c'est au bloc opératoire typique du patient qui se décurarise. Alors soit c'est la fin de l'intervention, on tolère, soit il devrait être bien curarisé, il va falloir vite vérifier par les dispositifs adaptés que notre curarisation fonctionne convenablement. Il y a une diapo qui est un peu celle-là, que je n'ai pas là, mais enfin ça ressemble beaucoup à ce capnogramme-là. Ce sont les patients qui ont deux poumons qui ne travaillent pas ensemble. Et ça arrive quand il y a un pneumothorax, une fistule, une sténose sur l'une des bronches. On peut avoir un déphasage des deux poumons en ventilation mécanique du fait de temps d'insufflation distinctes sur les deux territoires ou en ventilation spontanée. Donc c'est à savoir, c'est un mode de désadaptation aussi, mais qui n'est pas poumon entier, mais poumon par poumon. C'est ce qu'on voit, par exemple, après une thoracotomie, que ce soit en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiaque par thoracotomie. L'expansion du poumon n'étant pas parfaite, on peut voir des capnogrammes comme ça à deux bosses. Voilà, donc je pense qu'on a dit l'essentiel sur c'est plus un rappel et on va pouvoir attaquer la SVO2. Je laisse un petit temps si vous voulez pour des questions. Oui, si je peux poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez, je voulais poser une question au sujet de la fréquence respiratoire maximale pour analyser correctement un chiffre de TCO2. Je pense particulièrement en néonatologie. Allô, j'ai entendu juste la fin. Oui, je repose la question, merci. C'était juste pour savoir à partir de quelle fréquence respiratoire on avait un doute sur la validité du chiffre de CO2 expiré. Ça coupe. À partir de quelle fréquence on a un doute Ouais. Je ne peux pas répondre sans regarder la courbe. Comprenez-vous pourquoi? Si ma courbe, elle montre un bon plateau, j'ai pas de doute. Mmh. Si mon CO2 monte dans le temps sans atteindre de plateau, je sais alors que je ventile trop vite. Et que ma valeur sous-estime probablement. Complètement. Et que vous avez un gradient accru, c'est pas une histoire de gradient d'un membrane alvéolo-capillaire, c'est simplement que le CO2 n'est pas éliminé du fait d'une mauvaise ventilation mécanique. Bon, c'est pas très fréquent chez l'enfant. Est-ce qu'il y a des différences de débit aspiratif des capnos? Et si oui, est-ce que le matériel peut influencer directement ces mesures? Oui, bien sûr. Alors bon, en théorie, pour être vraiment puriste, et en imaginant que vous avez tous les capnos possibles, il va falloir choisir votre capnographe en fonction des circonstances. Quelqu'un qui est normaux ou hypocapnique, il n'y a pas de danger d'espace mort, et donc vous pouvez vous mettre avec un capno en ligne qui va augmenter l'espace mort, mais comme vous avez de la marge, c'est bon, et vous aurez alors la mesure la plus précise possible. Si en revanche vous êtes dans un SDRA, c'est assez à la mode en ce moment chez l'adulte, ou chez un enfant qui a de tout petits volumes et où on veut réduire l'espace mort vraiment au maximum, à ce moment-là, c'est là où vous allez rentrer dans l'horlogerie pour trouver un capno aspiratif avec un débit très important, voire phasique,
un tuyau pas très long et qui est bien entretenu au cours du temps, c'est-à-dire qu'il ne se bouge pas et tout et tout. C'est beaucoup de travail, mais alors vous aurez des valeurs qui vont permettre de guider votre ventilation de façon très convenable. Bon, après, j'ai pas l'expérience, peut-être vous l'avez, des petits capnots en ligne digitaux, parce que les capteurs se sont beaucoup simplifiés avec le temps, et aujourd'hui arrive cette forme alternative, c'est-à-dire des capnots en ligne qui ont des 3-4 millilitres, hein, de adulte, ça devient absolument uniforme, c'est un problème considérable, et qui vous donne, vous savez, comme les thermomètres tympaniques, le chiffre de façon continue ou discontinue. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience, quelqu'un en a l'expérience. Allô, allô? On n'entend plus rien, plus personne. On vous entend. Ah bon, d'accord. Pas d'autres questions? Bon, si vous m'entendez, on va continuer avec la SVO2. Arrêtez-moi par micro ou par chat si quelque chose ne va pas. On peut réserver aux situations les plus graves. C'est dommage parce que là, à condition d'avoir été bien compris, ce qu'on va essayer de faire, une utilité majeure euh, en chirurgie cardiaque et j'irais jusqu'à dire encore plus chez l'enfant en cardiopathie congénitale. Alors, la SVO2, qu'est-ce que c'est? C'est la saturation du sang veineux mêlé en oxygène. Pas forcément du sang veineux mêlé, il existe une SVO2 dans chaque sang veineux. Dans le dos de la main, au bout du pied, dans les veines sous-hépatiques, il y a un sang veineux qui provient d'un organe et il a une saturation qui n'est pas la même dans tous les territoires de l'organisme. On va en parler tout à l'heure. Ce qui fait que on est bien obligé, si on veut une mesure unique, d'aller mesurer la SVO2 à l'endroit où tous les sangs veineux de l'organisme se sont réunis. C'est dans l'artère pulmonaire. Le dernier à rendre son sang veineux, c'est le sinus coronaire du cœur, et qu'il le fait dans l'oreillette droite. Donc, vous voyez, on pourrait aller dans le VD, enfin, comme la mixie n'est pas encore parfaite, on préfère aller dans l'artère pulmonaire. Après, il va y avoir des SVO2 régionales et des SVO2 d'organes. Bon, cette saturation, c'est tout simplement le ratio de la quantité d'hémoglobine oxygénée par la quantité d'hémoglobine disponible. Et côté artériel, il est aux alentours de 100% à des détails près. Au niveau veineux, il est bien sûr beaucoup plus bas, puisque les tissus ont pris de l'oxygène à l'hémoglobine. De l'hémoglobine revient donc les mains vides, et
plus il y a d'hémoglobine qui revient, plus il y a eu d'oxygène qui serait au niveau tissulaire. Ou que le débit d'apport de l'hémoglobine oxygénée était insuffisant, poussant alors les tissus à augmenter l'extraction. On va reparler de cette distinction. Alors, quelque chose que vous connaissez tous, mais enfin que vous avez tous un peu oublié, parce que ça, l'expérience, ça se passe comme ça souvent, c'est la courbe de dissociation de l'hémoglobine, dite courbe de Barcroft. Alors, on ne l'a pas oublié, hein, on sait que quand il y a beaucoup de PO2, la saturation est élevée, et que quand il y en a peu, la saturation est basse. On se souvient vaguement de son aspect en sigmoïde, et surtout, on a très peur, quand la PO2 baisse, de voir s'effondrer la saturation. Et on a beaucoup plus peur quand un patient a 90 de saturation que quand il a 100%, parce que 90, c'est un peu plus au bord de la falaise que 100%. Cette inquiétude ne naît pas des 10% de différence, mais plutôt du potentiel effondrement qui pourrait suivre à partir d'une valeur basse. Le sang pris dans les artères se trouve par là, et le sang pris dans les veines se trouve par ici. Et notre système physiologique fait le travail entre ces deux points. Autre aspect très très important, les facteurs qui vont influencer le décalage vers la droite ou vers la gauche de la courbe. Alors on nous les apprend à l'école comme un truc un peu optionnel. La PCO2, la température et 2,3-diphosphoglycérate, qui est un byproduct de la glycolyse, qui vont, lorsqu'ils augmentent, décaler vers la droite la courbe, c'est-à-dire mettre des points de saturation beaucoup plus bas pour un même point de PO2. Alors, c'est pas une curiosité de la nature, une logique du transport. Ce sont des mécanismes allostériques qui vont intervenir sur la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine et sa capacité à fixer ou pas l'oxygène, ce qui est la définition de la saturation. Si vous avez du mal à vous souvenir, est-ce que la PCO2 ça fait monter ou baisser? Est-ce que la température ça fait monter ou baisser l'affinité? Est-ce que le 2,3-DPG ça fait monter ou baisser? Est-ce que l'acidose ou l'alcalose ça fait monter ou baisser? Eh bien, écoutez la suite. Au niveau des poumons, la température est basse parce que nos alvéoles contiennent de l'air qui, bien qu'il ait été réchauffé par le nez, vient de l'extérieur. Il est quand même pas à 37 degrés, on y arrive presque, mais il n'y est pas. Il est plutôt froid. Et on veut à cet endroit-là que l'hémoglobine ait très envie de fixer de l'oxygène. Et donc, la saturation va augmenter quand la température est basse. Au niveau hépatique, par exemple, qui est une usine métabolique, la température d'un foie est autour de 39-39,5 degrés. Comme on n'y met pas de thermomètre, pas de fièvre, enfin on le ferait, on trouve des valeurs très très élevées. On voit avec les caméras thermiques, comme pour voir les fuites thermiques sur les appartements. Et bien au niveau de cette usine métabolique, on veut que l'oxygène soit libéré de l'hémoglobine, et donc l'allostérie thermique va jouer vers l'élimination de l'oxygène depuis l'hémoglobine. Avec les autres facteurs, pareil. Où le 2,3-DPG est fourni dans le foie et dans les tissus, là où se fait le métabolisme. Où est-ce que la température est élevée, on l'a vu. Où est-ce que la PCO2 est élevée? Là où le CO2 est produit, c'est-à-dire là où il y a des mitochondries, c'est-à-dire au niveau des tissus. Et où est-ce que l'acidose est la plus grande? Au niveau des tissus également. Vous voyez, ces quatre mécanismes jugés accessoires sur la SVO2 sont en fait essentiels puisque ce sont des méthodes allostériques pour faire que l'hémoglobine a envie d'oxygène au niveau pulmonaire et qu'elle en est dégoûtée au niveau tissulaire. Finalement, présentée comme ça, l'allostérie principale, la première qui a été décrite, qui est l'allostérie à l'oxygène, il paraît presque accessoire. Là où il y a beaucoup d'oxygène, l'hémoglobine prend beaucoup d'oxygène. Et là où il y a peu d'oxygène, l'hémoglobine relâche beaucoup d'oxygène. Et ces quatre facteurs-là, ces cinq facteurs-là,
vont permettre un transport accru. C'est magique quand on y réfléchit. Imaginez un camion dont la taille varie en fonction de ce qu'il a à transporter. On rêve tous de ça. Entre partir au travail le matin, on veut une petite voiture et je pars en vacances, hop, elle devient énorme. C'est ça que l'hémoglobine arrive à faire. Alors, quels sont les déterminants de la SVO2 ? Vous prenez l'équation de Fick. L'équation de Fick, elle vous dit que la VO2, la quantité d'oxygène qu'on consomme, c'est égal, s'il y a des économistes parmi vous, à la différence entre l'offre et la demande. C'est-à-dire le débit cardiaque, QC, multiplié par la différence entre l'offre, CaO2, le contenu artériel en oxygène, et la demande, CVO2. La demande, pour être exact, c'est la différence entre Ca et CVO2. C'est ça la demande. Bon, si vous écrivez ça différemment, vous allez écrire que votre VO2, c'est le débit cardiaque fois l'hémoglobine fois 1,34, pouvoir oxyphorique, fois la différence des saturations. Et vous isolez, vos enfants en classe de 4e le font, SVO2 d'un côté de l'équation en mettant tout le reste de l'autre côté de l'équation, et vous avez ceci. SVO2 est égal à SAO2 moins VO2 divisé par débit cardiaque fois hémoglobine fois 1,34. À savoir par cœur, à graver sur votre cheminée. Ceci veut dire qu'un patient qui est doté d'un dispositif de mesure continue de la SVO2, l'infirmière vous appelle parce qu'elle baisse. C'est rare parce qu'elle monte, enfin parce qu'elle baisse. Vous entrez dans la chambre. Premier coup d'œil, qu'est-ce qui peut affecter la SAO2 ? Vous regardez le scope, la SAO2 est normale. Donc, c'est pas ça. Les basses, SAO2 aurait dû ça. Mais enfin bon, vous savez que vous allez alors chercher un shunt intrapulmonaire, pour parler de façon très générique, un pneumo, un brin qui ne marche pas, une asphyxie, enfin, vous ferez QS, comme on dit, vous ferez le tour de la situation assez facilement. Plus intéressant, parce que là, la saturation n'aurait remplacé la saturation veineuse, les autres déterminent. Là, il y a un signe moins. Si la SVO2 a baissé, c'est que ce membre-là de l'équation a augmenté. Soit la VO2 a augmenté, et alors, c'est un réveil d'une anesthésie profonde, une décurarisation, un état d'agitation psychique ou lié à la douleur, à l'angoisse, ou à la douleur, une hyperthermie, et ça va conduire à prendre la température. À l'extrême d'agitation, vous avez les crises convulsives. La VO2 est augmentée, et comme les muscles sont capables de désaturer énormément l'hémoglobine, souvent ça sera de l'agitation avec hypercontraction musculaire. Bon, pensez que les convulsions, c'est très très visible, parce que c'est une contraction phasique d'un très grand nombre de muscles de l'organisme. Enfin, le dénominateur, si vous avez une réduction, parce que cette fois-ci, comme c'est au dénominateur, le facteur qui est ici va augmenter quand le dénominateur réduit, si vous avez une réduction du débit cardiaque ou une réduction de l'hémoglobine. Vous voyez que si vous avez une réduction du débit cardiaque et de l'hémoglobine, par exemple par choc hémorragique, le facteur ici il va être en 1 sur x au carré. Et donc vous allez avoir un effet extrêmement marqué et une désaturation extrêmement marquée par une réduction du débit cardiaque avec chute d'hémoglobine. L'aspect débit cardiaque, c'est comme d'habitude, régi par la précharge, la post-charge, la contractilité et la fréquence cardiaque. Là, vous connaissez mieux, mais disons qu'il faut reconnaître que la SVO2, en vous affichant une courbe mesurée en continu, 24 heures sur 24, chaque seconde, va détecter extrêmement précocement une anomalie cardiaque que vous auriez pu ignorer le temps de sortir l'appareil d'écho sous l'appel d'une modification clinique. Donc, c'est vraiment le rôle d'un monitorage, c'est détecter extrêmement rapidement une anomalie qui est en train de se constituer. Alors, si il vous reste un peu d'esprit mathématique de votre formation initiale à l'école,
il vous échappera pas que dans une équation de ce type-là, Y ici, c'est-à-dire la SVO2, va varier de façon linéaire avec la SAO2. C'est si vous voulez, Y égale X moins B. Va varier de façon linéaire avec la VO2, c'est Y égale A moins BX, mais va varier de façon hyperbolique avec le débit cardiaque et l'hémoglobine. Et c'est ce qu'on voit sur ces 4 courbes-là. La SVO2 va baisser quand la SAO2 baisse. C'est linéaire, croissant, continu, positif. On ne peut pas faire plus simple. On a tous en tête ce genre de covariation. À peine un peu plus complexe, plus ça baisse, plus ça monte. Quand la VO2 augmente, et bien augmente, c'est ici, la SVO2 va baisser. C'est une relation linéaire, mais dans l'autre sens. C'est à cause du signe moins dans l'équation. Un petit peu plus complexe, enfin pour pas dire beaucoup plus complexe, la variation du débit cardiaque avec la SVO2 et de l'hémoglobine avec la SVO2. Je devrais dire de la SVO2 avec le débit cardiaque et la SVO2 avec l'hémoglobine. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas pour vous faire peur avec des résidus de mathématiques, c'est tout simplement parce que, en termes d'interprétation, il va falloir faire attention et vous allez voir que finalement, c'est une richesse. Cette relation non linéaire avec le débit cardiaque, c'est même un petit peu comique. Parce que lorsque la SVO2 a été proposée en monitorage de réanimation, il y a eu de nombreuses publications pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ça remplace le débit cardiaque. C'est pas très facile à mesurer, qu'il l'était encore moins à l'époque, alors que la SVO2 était accessible. Et dans des très grands journaux, Circulation, Anesthésiologie, vous avez des auteurs qui ont publié des régressions linéaires entre débit cardiaque et SVO2, prouvant des nuages de points où il y avait effectivement un lien qui allait dans ce sens-là, mais qui n'était pas terrible. Et c'est un physiologiste français de Lyon, Diana, qui a trouvé l'astuce et qui a écrit à ces journaux-là en disant « Attendez, vous oubliez un petit détail, comme c'est une hyperbole, c'est normal qu'un nuage de points posé sur une hyperbole ne passe pas très bien dans une droite. En revanche, si vous transformez l'hyperbole par les procédés mathématiques usuels en prenant le logarithme, à ce moment-là, vous linéarisez la relation et ça doit alors très bien répondre à une recherche de corrélation linéaire. Et c'est ce qui a été fait et ça a été splendide. Le débit cardiaque est très bien renseigné par la SVO2 à condition de se rendre compte que le degré de variation n'est pas le même en fonction du niveau. On va en reparler, on va en parler même tout de suite. Est-ce que je l'ai mis? Non, on va pas en reparler tout de suite parce que je ne vais pas les comptes. Ce sera plus tard. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'extraction et la SVO2. Mathématiquement, vous pouvez retrouver le rapport des deux. Plus l'extraction est élevée, plus la SVO2 sera basse. Et qu'est-ce qui physiologiquement va guider l'extraction? C'est les besoins d'oxygène tissulaire. Et les tissus, ils vont prendre une quantité d'oxygène qui est celle dont ils ont besoin. Et vous comprenez que cette quantité d'oxygène dont ils ont besoin étant fixe, connue par eux seuls, soit votre débit cardiaque est très élevé, et alors à chaque passage, vous êtes vraiment déshabillé de son oxygène, soit votre débit cardiaque est bas, et alors à chaque passage dans les tissus, la quantité constante d'oxygène qui est soustraite va déshabiller complètement l'hémoglobine, l'extraction sera élevée et la SVO2 sera basse. Et c'est en cela que le monitorage de la SVO2 est très intéressant parce que il n'est pas cardio-centré, comme a tendance à le considérer un cardiologue, il est plutôt adapté aux impératifs du réanimateur, qui est de s'assurer que les tissus reçoivent la quantité d'oxygène dont ils ont besoin. Parce que franchement, entre nous, à quoi ça sert le système circulatoire? C'est à satisfaire les tissus. Il le serait autrement, il n'y aurait absolument pas besoin du système cardio-circulatoire. Je dis bien cardio-circulatoire, parce que si la circulation extracorporelle
remplace aisément le cœur et le poumon, elle ne remplace pas les vaisseaux et toute leur régulation, territoire par territoire, qui sont l'objet de régulation hormonale, dépendant des besoins des tissus. Ça, on est absolument incapable de le remplacer à l'heure actuelle. C'est tellement métabolique et inséré dans le vivant qu'on ne voit pas tellement la perspective d'y parvenir. Donc voilà le rapport avec l'extraction. Alors comment ça se mesure? Je vous embête pas avec ça, la loi de Berlambert, c'est quand même très très accessoire. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'émettre une lumière contre les hématies. Les hématies vont réfléchir cette lumière et on va regarder avec un capteur dans une machine à l'extérieur du patient quelle fréquence, quelle longueur d'onde, si vous préférez, ont été absorbées par les hématies. Et c'est là qu'est l'intérêt de la loi de Berlambert, c'est qu'en fonction de la longueur d'onde, vous avez des absorptions très différentes selon que l'hémoglobine contient de l'oxygène ou pas. Vous voyez l'astuce, on va faire la hauteur du pic de longueur d'onde de l'hémoglobine oxygénée divisé par la hauteur du pic de la longueur d'onde de l'hémoglobine désoxygénée, et vous avez la saturation. Alors c'est quand vous envoyez un gaz du sang au labo, c'est ce qu'ils font en mettant le sang dans une machine. Là, le faisceau va traverser la goutte de sang, mais vous pouvez aussi mettre un cathéter qui contient des fibres optiques dans le patient et sur deux fibres optiques parallèles, dans l'une, envoyer un signal lumineux et dans l'autre, recueillir le signal lumineux qui a été l'objet d'absorption. Et le capteur, situé à l'extérieur du patient, va vous faire la mesure des deux, le ratio des deux et l'affichage en continu de la SVO2. Ces cathéters sont devenus aujourd'hui très 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 petits, on descend en dessous de 4 French, ils sont fragiles, ça va avec, mais au prix d'un cathéter 4 French, vous pouvez avoir, donc il s'enlève, entre PledJet et tout, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de saignement derrière, et disons que ça apporte une aide considérable, en particulier chez les congénitaux, lorsqu'il y a une HTAP. Les HTAP peuvent être, comme vous savez, très importantes sur des champs gauche-droit chez les congénitaux, et ils vivent avec leur HTAP. Dès lors, la question n'est pas tellement de mesurer la PAP, mais plutôt de mesurer l'effet de la PAP excessive. Parce que c'est là qu'une intervention thérapeutique sera usuelle. S'il est clair que quand l'HTAP elle est subite, elle est toujours mal tolérée, lorsqu'elle est préexistante, la question se pose. Et là, la mesure conjointe du débit circulatoire et du taux d'hémoglobine, de la saturation en oxygène et de la VO2 intégrés dans un seul et même signal permet de conduire une réanimation de très bonne qualité avec une détection précoce des moindres anomalies qui sont en général des anomalies issues d'une défaillance ventriculaire proche. Alors, donc la SVO2, idéalement, c'est dans l'artère pulmonaire, dans l'infundibulum pulmonaire éventuellement. Le chirurgien la pose. Ça se faisait beaucoup autrefois, ça se fait beaucoup moins maintenant. Il la pose en partie antérieure et après, quand on veut l'enlever, il suffit de tirer sur le cathéter à un moment où l'hémostase n'est bien sûr pas trop altérée, si possible, quand les drains thoraciques sont toujours là, au cas où, et avec un dispositif d'écrasement de l'orifice au moment de l'ablation du cathéter. Ça se passe bien quand même la plupart du temps, un peu comme les oreillettes gauches, sauf que la pression est un peu plus élevée, donc on craint un peu plus un épanchement sanguin. Si on veut la mesurer ailleurs, ce qui se fait beaucoup chez l'adulte, on met plus beaucoup de Swan-Ganz aujourd'hui, et si vous mettez une Swan-Ganz chez l'adulte, mettez surtout une Swan-Ganz avec SVO2. C'est très très utile. C'est plus utile, je trouve, que la seule mesure continue du débit cardiaque, lequel n'a pas de valeur normale vraiment bien connue indépendamment d'un contexte donné, alors que la SVO2, c'est un petit peu plus centré autour d'une norme entre 0,70 chez un patient réveillé et 0,80 chez un patient endormi.
Mais si vous allez mesurer ailleurs la SVO2, alors là se pose pas mal de problèmes parce que l'extraction d'oxygène des différents tissus n'est pas du tout la même. Et c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. Ici, vous avez les SVO2 dans différents territoires de l'organisme. Bon, dans l'aorte, elle est à 99, d'accord, c'est pas une SVO2, mais la SVO2 globale dans l'artère pulmonaire, ici, elle est à 75. C'est la valeur qu'ils ont prise. Vous voyez que vous avez des tissus qui font une extraction d'oxygène un peu plus importante. Le foie, 66%. Le rein, 92%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 8% seulement d'extraction? Un organe qui reçoit 20% du débit cardiaque? En fait, là, il y a une astuce. C'est que le rein, il extrait peu d'oxygène, bien qu'il en extrait énormément, parce qu'il bénéficie d'un débit sanguin incroyablement élevé. C'est l'image de ce dont on parlait tout à l'heure, l'extraction du débit et des besoins. Le rein, qui est un organe conçu pour la filtration, a besoin de recevoir énormément de plasma pour arriver à faire son travail de filtration. Et recevant énormément de plasma, il reçoit aussi énormément de globules rouges. Il a besoin de beaucoup d'oxygène pour toutes ses pompes à ATP dépendantes, mais il en a assez et il a une saturation veineuse à 92%, aussi élevée que ça. Exemple opposé, il est où il n'est pas sur la diapo. Ah oui, il n'est pas sur la diapo, c'est dommage. Le sinus coronaire, dont on parlait tout à l'heure. Le sinus coronaire, donc, qui bouge dans l'oreillette droite, qui rapporte le sang qui vient du myocarde, le sang veineux qui vient du myocarde. Le sinus coronaire, il a une saturation à 33-35%. Non, j'ai bien dit 33-35%. Terriblement basse. Pourquoi? Parce que le cœur est un organe qui est relativement rigide, dans lequel le sang ne s'écoule pas bien. Il s'écoule d'ailleurs tellement pas bien qu'il ne s'écoule pas en systole. Heureusement, la systole n'est pas très longue et il y a une bonne diastole, pendant laquelle le réseau coronaire irrigue le myocarde, lequel a en plus besoin d'énormément d'oxygène. Vous voyez les contraintes du cahier des charges. Le sang circule mal, c'est des tissus qui sont fermes, rigides, et donc avec des résistances extrinsèques à l'écoulement, sans parler des résistances à l'écoulement au moment de la contraction, et en plus on veut beaucoup d'oxygène. La nature a dispensé des mécanismes locaux extraordinaires de régulation pour y parvenir, et ça marche, mais en contrepartie, la SVO2, elle est à 33%. C'est la plus basse de l'organisme. Manque de peau, c'est dans l'oreillette droite que la saturation la plus éloignée de la saturation moyenne est délivrée. Et c'est ça qui nous condamne à aller mesurer dans l'artère pulmonaire pour que le sinus coronaire, qui est de nature à modifier beaucoup la valeur de la SVO2, l'ait fait. Si vous êtes en amont, c'est-à-dire dans la veine cave supérieure, dans la veine cave inférieure, eh bien, votre mesure va vous renseigner sur tout le territoire exploré, mais pas sur le cœur. Bon, après, il faut voir dans le contexte clinique, est-ce que c'est important ou pas. Et dans des situations de réanimation générale adulte, où le cœur, est-ce qu'il est, il est stable, la mesure de la SVO2 dans la veine cave supérieure peut être tout à fait suffisante, bien que les chiffres soient bien sûr distincts et plus élevés de ceux qu'on aurait dans l'artère pulmonaire. Mais le décalage systématique qui peut être de 7 à 10% est systématique, et donc les variations seront interprétables. Alors au cours des états de choc, eh bien, vous avez en général une réduction de la SVO2, et comprenez bien pourquoi. Ben, tout simplement parce que le débit circulatoire peut être limité, la quantité d'oxygène consommée restant très élevée. Alors voilà une comparaison entre la saturation veineuse centrale et la saturation veineuse du cave supérieur. Avec les variations sont très parallèles, même si les valeurs sont jamais d'accord entre les pointillés, ou rarement d'accord entre les pointillés et les
Alors, voilà un choc hémorragique qui survient avec un monitorage de SVO2. Et là, le patient va bien. Et là, tout d'un coup, il se met à saigner. En bleu, c'est en SVC, en cathéter veineux central. Et en rouge, c'est artère pulmonaire. Vous voyez que pour cette fonction-là, détection du choc hémorragique, les deux auront répondu extrêmement précocement, de façon très très rapide. Le patient va encore bien. Donc c'est tout à fait un monitorage, ça va nous pousser à aller évaluer qu'est-ce qui peut se passer et donc arriver très précocement. Quelque chose d'aussi facilement curable qu'un choc hémorragique, c'est quand même sympathique d'arriver très précocement. On n'a plus que le choc hémorragique à prendre en charge, on n'a pas les dégâts du choc hémorragique à assurer. Alors en chirurgie cardiaque, la CEC pose des petits problèmes, bien évidemment, parce que si vous avez un monitorage dans l'artère pulmonaire, la quantité de sang qui passe dans l'artère pulmonaire pendant une CEC n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Donc là, il faudra mettre la SVO2 sur le circuit de CEC, où là, elle a alors exactement le même sens. Alors, on a l'habitude en CEC de tourner avec des SVO2 terriblement élevés. C'est pas grave, enfin, on pense pas que ce soit grave, mais si ça l'était, on s'en serait sans doute rendu compte. C'est simplement parce qu'on veut un degré d'assurance, une marge de manœuvre. C'est pas rare du tout d'être à 85-90% de SVO2 sur le circuit. Ce qui ne veut pas dire qu'on a trop d'hémoglobine, parce qu'on n'a en général pas beaucoup à les diluer, mais simplement qu'on tourne un peu trop vite. On peut tourner trop vite parce qu'on donne un objectif à la pression qui est important. C'est culturel. On ne connaît pas le débit normal en CEC. Il y a des abacs, voilà, on ne sait pas le débit qu'il faudrait. Et les SVO2 est justement de nature à nous informer sur le caractère adapté ou pas du débit dans ces circonstances-là. Et normalement, il faudra avoir la bonne pression et une SVO2 physiologique ou à peine supérieure, pas trop supérieure. En revanche, quand on va poser la CEC, alors là, ça devient très intéressant d'avoir la SVO2 dans le sang veineux mêlé, parce qu'on va pouvoir monitorer le relais, la façon dont le système cardio-circulatoire du patient assure le suivi à la baisse progressive du débit de la CEC. Et si une baisse rapide du débit de la CEC se passe mal, en général on le reprend pour assister un petit peu, ça va guider la vitesse de décroissance de l'assistance jusqu'au sevrage. Donc ça peut être tout à fait utile. Voilà, bon, je pense qu'on va arrêter là. On ne va pas parler du sepsis et des circulations régionales, sauf si vous le souhaitez, au travers de